Merci de votre fidélité à Télé-Sud et bienvenue dans cette nouvelle émission, cette nouvelle édition de Pile et Face. Nous allons parler aujourd'hui d'immigration. L'immigration qui, avec une question à la clé, épouvantail électoral ou vraie question de société. C'est avec cela que c'est sur ce thème que mes invités et moi allons vous entretenir pendant les 52 prochaines minutes. Ces invités sont Gaston Kelman, qui est écrivain et également animateur Africa numéro 1. Vous y présentez l'émission Les Pieds dans le Plat, c'est ça, hein? C'est bien cela, ça n'a pas changé. D'accord. Avec nous également sur le plateau Dogad Dogui, qui est le fondateur de Africagora. Bonjour Dogad. Bonsoir, vraiment ravi d'être là. Et puis on va pouvoir échanger, débattre et peut-être construire un point de vue commun. Espérons-le. Et il va également avec nous sur le plateau un confrère, Paul Houlet de Diaspora News. Bonjour Paul. Bonjour à lui. Diaspora News qui parle cette semaine de la candidature de Youssou N'Dour au Sénégal à la présidentielle. En effet, oui. On évoque un peu la candidature de Youssou N'Dour qui passe du showbiz à la politique. D'accord. Avec nous, enfin, nous aurons Brice Konda, qui est le président et fondateur également du CQFD. Le CQFD, c'est le Conseil des quartiers de France pour la diversité. Tout à fait. Bonsoir Louis, merci de votre invitation. Et je suis tout à fait ravi de participer sur un thème qui nous est cher. D'accord. Mais très vite, on va commencer avec votre réaction sur des statistiques qui ne vous ont probablement pas échappé cette semaine. Plus de 30% de Français sont prêts à voter à la prochaine présidentielle pour le Front National. Surpris, Gaston? Je suis heureux de le savoir. Comme ça, au moins, je sais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Et c'est Cohn-Bendit qui disait à l'époque que le service que Mitterrand avait rendu à la France, c'était de nous faire voir combien il y avait des gens qui pensaient d'une certaine manière. Cela ne veut pas dire qu'il faut quand même se dire une chose. Cela ne veut pas dire que ces gens sont négatifs, entre guillemets, ou bien qu'ils sont xénophobes. Ça peut aussi vouloir dire qu'on ne leur a pas bien expliqué les choses. Voilà. Moi, je préfère encore penser... Vous prenez le bon côté des choses. Vous dites c'est pas le bon côté. Il y a un responsable. C'est pas le bon côté. Il y a forcément un responsable dans cette situation. Et ce n'est certainement pas le Pékin de Trifouille et Bégonia qui le dit. C'est quelqu'un qui lui a transmis une certaine image, peut-être à travers l'image, peut-être à travers un discours, peut-être à travers, en tout cas, une façon de présenter l'autre, quoi. D'accord. Paul Houlet, vous êtes surpris d'apprendre que plus de 30% de Français sont prêts à voter pour Marine Le Pen, la nouvelle présidente du Front National? Surpris, peut-être pas, puisque déjà les sondages lui donnent des scores parfois qui effleurent les 20%, 19% et je ne sais quoi. Ce message devait s'adresser plutôt aux hommes politiques, aux affaires depuis une trentaine d'années. Ça devait leur prouver que les Français sont déçus d'eux. Ils doivent comprendre ça. Parce que pour vous, c'est juste de la déception, c'est pas autre chose. Oui, bien sûr, bien sûr. On vit dans la société française et on sait qu'elle n'est pas foncièrement xénophobe. D'accord. Brice Konda? Pour ma part, je pense que je suis assez d'accord avec Gaston Kelman, c'est-à-dire qu'il y a une absence de pédagogie pour expliquer les raisons réelles de l'immigration. Pour ce qui est des Français en particulier, il y a une conjonction de deux facteurs. C'est quelque part la démocratisation du Front National qui a été amorcée par Marine Le Pen, qui fait que c'est beaucoup plus politiquement correct de dire dans les réunions de famille « je vais voter pour Marine Le Pen ». Ça, j'ai pu le constater. Voter pour le Front National. Exactement, on vote pour Marine Le Pen maintenant. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, le contexte actuel, le contexte de crise, est tout à fait favorable au Front National. Généralement, contexte de crise, on observe un repli sur soi. Les gens ont des difficultés pour travailler. Tout un tas de facteurs qui se cumulent pour, à un moment donné, créer ce pourcentage qui est quand même plus fort que la réalité, je pense. D'accord. Dogad Dogui. Bon, d'abord, je crois, la correction, c'est que ces 31% des Français se retrouvent dans les idées de Marine Le Pen et du Front National. Je ne suis pas sûr que ce soit pour voter. Oui, parce que c'est une nuance. Et puis, je pense que les idées... Parce qu'il y en a un pourcentage à peu près équivalent qui dit qu'il n'a pas encore fait son choix pour la présidentielle. Oui, voilà. Bon, d'une manière ou d'une autre... Mais c'est qu'il y a quand même une sensibilité la aux idées. La parole a été libérée. Oui. Depuis 83 et Dreux, les politiques, gauche comme droite, Gaston Kelman disait tout à l'heure, François Mitterrand, oui, donc Mitterrand à droite, ont joué avec ça. Et le résultat aujourd'hui, c'est que ceux qui se disaient sous cap se disent aujourd'hui en public. On a des cas où les gens s'affrontent dans la queue à la poste, chez le boulanger, à la boulangerie, pour dire... écoutez, mais ça, c'est davantage le fait de la droite décomplexée, comme on a dit à un certain moment. Pour moi, je me mets dos à dos cette droite décomplexée ou cette gauche manipulatrice. C'est-à-dire que l'idée de dire, au lieu de jouer à la fraternité, de créer du lien entre Français et étrangers, citoyens français de toutes origines, on a essayé et même réussi,
d'instrumentaliser à des fins électorales ou électoralistes. Le résultat aujourd'hui, c'est que les gens sont perdus, déçus, se tournent vers les extrêmes et ont passé le pas du Front National et de Marine Le Pen, je dirais, sans se cacher. Parce que ce qui est nouveau, 2002, c'est quand même Jean-Marie Le Pen au deuxième tour d'une élection dans la Ve République en France. Je veux dire, moi je pense que jamais on aurait cru pouvoir un tel avènement. Aujourd'hui, on n'en parle même pas comme une sorte d'épouvantail. On se dit, en gros, est-ce qu'elle va être au deuxième tour ou pas? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui va faire les frais de son arrivée au second tour? C'est un peu ça la question, n'est-ce pas? Je crois que, comme il y a beaucoup d'assomptionnistes et de gens qui ne sont pas encore aujourd'hui prêts, les deux camps ont intérêt à faire attention. Parce que rien ne dit que les élections sont jouées. On peut se retrouver avec le Front National au deuxième tour contre la droite, Nicolas Sarkozy, s'il est candidat, enfin, apparemment, comme il n'est pas encore déclaré, voilà, ou contre Hollande. Je pense que rien n'est dit, donc il faut absolument ne pas banaliser. Un élément dans l'actualité, il est passé, je dirais, dans les incidents, ou en tout cas les soucis en Normandie avec Petroplus, ils ont, les syndicalistes, se sont opposés à l'arrivée de Marine Le Pen pour visiter l'usine. D'accord. Mais de l'autre côté, puisque vous abordez le côté ouvrier, vous n'êtes pas surpris aujourd'hui? Au début, on confrontait les extrêmes en disant qu'il y a une extrême gauche et une extrême droite. Aujourd'hui, tout se passe comme si l'extrême gauche avait été vidée de tout son électorat qui bascule un peu avec les bagages à l'extrême droite. Mais on a souvent pensé que les extrêmes se rapprochaient, c'est-à-dire que ce serait comme une table circulaire. Quand vous êtes là, vous êtes plus proche de celui-là. Donc, et qu'effectivement, c'était une exaspération qui fait que ceux qui pensaient que le mouvement ouvrier allait résoudre leurs problèmes, parce qu'il y avait de forts syndicats. Aujourd'hui, le syndicat, c'est un peu un club de gens qui vont voir Sarkozy de temps en temps et attendent de voir peut-être Hollande un autre jour. Voilà, mais bon, le syndicalisme n'a plus cette force-là. Et quel est celui qui a le ton populiste aujourd'hui pour leur dire citoyens, citoyennes? C'est un peu les extrêmes, le Front National, ou alors les autres extrêmes du genre populiste aussi, Besancenot quand il était là. Avec le nouveau parti anticapitaliste. Ou le parti de gauche, voilà. Donc, avec Jean-Luc Mélenchon. Avec Jean-Luc Mélenchon. Je pense que les gens sont déroutés, la première chose, par rapport à une déclaration, à une déclamation d'un certain vote. Moi, je vais voter Front National, ou moi, je vais voter Marine Le Pen. C'est pour dire aux autres, vous m'avez déçu. Mais est-ce que c'est les gens pardon, je termine tout de suite. C'est les gens de ces extrêmes-là qui attendent le salut parce qu'ils sont désemparés. Il leur faut des maîtres. Et pour satisfaire leur imagination d'apprendre, comme disait l'autre, ils se cherchent des maîtres, ceux qui parlent le plus et ceux qui tiennent leur langage. Allez donc décoder le langage d'un rocard ou bien le langage de, je ne sais pas, de quelle personne. C'est ce qu'on appelle le Canal Plus à un certain moment. Vous ne pouvez rien faire du tout, vous faut un décodeur. Alors que l'autre leur dit, oui, 30% d'étrangers, oui, 30% de chômeurs, oui, 3 millions d'étrangers, oui, 3 millions de chômeurs, oui, oui, c'est là. Ou alors, nous, on est les gentils, vous allez voir, quand on sera là, vous aurez 3 000 € de SMIC. On retournera au franc. Voilà. On retournera au franc, on va faire ceci, la dignité de la France reviendra, ainsi de suite. Donc ceux-là, on les écoute. Moi, je dis quand même que les deux extrêmes, enfin, extrême droite et extrême gauche, ne se valent pas. Et souvent, on dit, c'est vrai, il y a un mouvement de balancier. Le vote ouvrier qui a été délaissé par le Parti socialiste, un moment, un parti de fonctionnaires, et le Parti communiste qui lui a perdu pied, voilà, donc l'idéologie n'est plus là. Les gens, comme disait Gaston, quand on n'est pas content, on exprime sa rage. Le seul souci, c'est que l'exprimer auprès de l'extrême gauche, c'est revendiquer des valeurs socialisantes ou communistes. L'exprimer auprès de l'extrême droite, ça n'a pas les mêmes valeurs. Et donc, il faut absolument... Quand ça te coupait, si tu entendais le langage de marché il y a quelques années, c'était il y a trop d'étrangers. Les bulldozers du communisme cassaient les foyers étrangers pour qu'ils rentrent chez eux. Je ne parle pas de ce volet-là. Je parle de... qu'on le veuille ou pas, ce parti-là, malheureusement, il est un parti admis dans le jeu démocratique. Il n'est pas interdit, le Front National. Non. Voilà. C'est juste qu'il n'est pas à l'Assemblée nationale, il est au Sénat. Oui, bon. On le retrouve dans les conseils régionaux, on le retrouve dans les mairies. Oui, mais il est dans le débat politique. Il a sa place aujourd'hui. Je veux dire, en 20 ans, les choses ont changé. Aujourd'hui, on l'invite. Hier,
Jean-Marie, aujourd'hui Marine Le Pen. Et on s'inquiète qu'il n'ait pas ses signatures pour la campagne. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Dogad. Effectivement, les valeurs qui sont affichées par le FN et par l'extrême gauche ne sont pas du tout les mêmes. Mais rien ne dit que les personnes qui étaient à l'extrême gauche n'avaient pas déjà les mêmes idées. Je pense qu'au niveau de l'extrême gauche, effectivement, a brassé le mouvement ouvrier et en a fait sa force et a pu exister sur le plan politique. Avec la chute du mouvement ouvrier, il y a effectivement une chute de l'extrême gauche. Mais au sein de l'extrême gauche, on ne voyait pas déjà les personnes qui étaient issues de l'immigration, qui émergeaient et qui prenaient un rôle politique. Donc il faut faire attention en disant qu'effectivement l'extrême gauche, c'est les gentils, c'est ceux qui sont avec le peuple, les immigrés, etc. Il faut aussi voir factuellement, et c'est le cas au Parti socialiste aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a le fait de proclamer un certain nombre de valeurs et le fait de les concrétiser. Donc je ne pense pas que dans les électeurs qui ont fait ce mouvement de balancier dont vous parlez, Dogad, je ne pense pas qu'il y ait forcément un bouleversement en termes d'idéologie. Mais cela dit, quand on regarde les manifestations de sans-papiers, ce qu'on a, ce sont les rouges. Qu'on le veuille ou pas, Paul Oulé. Oui, mais il faut savoir faire la part des choses quand même, parce que le Front National, il faut l'avouer, avec Marine Le Pen, s'est adouci. C'est pas son image s'est adoucie. L'idéologie, je ne crois pas. Écoute, c'est elle qui représente le Front National, c'est elle qu'on voit sur toutes les chaînes actuellement. Ben voilà, elle dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Moi, j'ai été embêté de me retrouver dans le 18e vendredi, excusez-moi, et puis je ne peux pas passer parce que les gens prient sur la route. Ça m'a embêté. Donc, quand elle sort ça, tu te retrouves quelque part en elle. Donc, maintenant, de passer de l'intention de vote que les gens ont ou entendre son message à dire que Marine Le Pen sera au deuxième tour, j'y crois pas, quoi. D'accord. Luis Condat. Je pense qu'il ne faut pas se méprendre. On est au pays des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'au maximum, Marine Le Pen, c'est mon opinion, peut passer au deuxième tour, mais en aucun cas, il y aura un réflexe démocratique. Donc de là à penser que Marine Le Pen peut être présidente, il faut aussi voir la finalité de ce qu'on dit. Je pense qu'effectivement, il y a une chance qu'elle soit au deuxième tour. Après, être présidente, c'est encore un autre pas. On a vu ce qui s'est passé en 2002. Jacques Chirac a remporté avec un score qu'on peut qualifier de stalinien. Donc il faut aussi être raisonnable. Oui, c'est parce qu'il y avait le réflexe des républicains de gauche qui ont dit « Jamais je n'aurais pensé voter Chirac. Je me pince les narines et je vote quand même Chirac. » Je ne suis pas sûr que la réciproque soit vraie. Tout à fait. Mais je pense que même avec Marine Le Pen, même avec cet adoucissement, la France se renierait à voter Marine Le Pen au deuxième tour. Je ne suis pas sûr. Je pense pas, en effet, je suis avec Brice, que la France ne votera pas Marine Le Pen au deuxième tour. Mais alors, justement, je reviens chez Chirac. Quel gâchis après. Voilà que toute la France se dit il y a danger. Et 82% de personnes lui donnent quitus. Et puis après, il ne bouleverse pas la donne pour dire, par exemple, écoutez, un geste symbolique du genre, faisons voter les immigrés. Et je vous assure que ça ferme la bouche à plusieurs courants qui disaient que ces gens-là ne sont pas de chez nous. Alors, aussi longtemps qu'il n'y aura pas de geste symbolique, et le titre de l'émission, c'était Épouvantail ou réel problème social. Question de société, réelle question de société, mais épouvantail électoral, bien entendu. La question migratoire n'est pas une question comme le chômage ou le problème économique. À partir du moment où migration veut dire problème, ça signifie qu'on en a fait un. Parce que migration, chômage c'est un problème dans tous les dictionnaires du monde entier. Migration, ce n'est pas problème. Migration devient problème parce qu'on a problématisé un mouvement dont je ne dis pas qu'il est systématiquement positif. Parce que quand quelqu'un me dit, par exemple, il faut faire venir les immigrés, quelqu'un de gauche me dit, il faut faire venir les immigrés parce que c'est eux qui font vivre le bâtiment et la restauration en France, je me vois dans les années 30 du colonialisme le plus abject. Mais cette personne est convaincue qu'elle est positive, qu'elle aime les immigrés. Parce qu'il balaie les rues de France. Je préfère quelqu'un qui dit « je ne veux pas d'immigrés parce que nous avons le chômage » plutôt que quelqu'un qui dit « il y a 2 millions de chômeurs en France, ce n'est pas grave, faisons venir les immigrés pour faire les boulots que les chômeurs blancs ne veulent pas faire. » Moi, je préfère ni l'un ni l'autre. Moi, je préfère un. Vous avez parlé de pédagogie en début de débat. Il faut être quand même clair. Le procédé, il est classique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous 5 qui sommes autour de la table, on ne peut pas être étonnés de ça. C'est un marronnier qui ressort à chaque fois. C'est toujours la même chose. Donc, à un moment donné, il faut... Immigration et des fois insécurité. Il y a insécurité. Alors, il y a toute la chaîne. Chômage, etc. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut être clair. Le discours de Marine Le Pen, parfois, il y a des choses qui peuvent être vraies,
Vous avez évoqué le cas des prières dans les rues. Des gens peuvent se reconnaître dans ce type d'argument. Mais la base de la philosophie de Marine Le Pen est caduque, elle est fausse. C'est-à-dire qu'il faut bien revenir à l'origine des choses. C'est-à-dire que l'immigration, on ne peut la régler qu'en créant des économies locales en Afrique pour que les gens soient incités à rester travailler. Tant qu'on n'a pas fait ça. Non, mais tant qu'on n'a pas... La parenthèse, si tu m'autorises, qui va créer les économies? Parce que c'est là que tout se joue. Il faut que la France aide quelque part en partie si elle veut véritablement lutter contre l'immigration. Là, on va probablement changer de sujet parce que c'est vrai qu'on pourrait poser la question du plan Marshall qui a permis à l'Europe de se relancer. De quelle manière, avec quel succès? On le voit aujourd'hui, mais ce serait un autre débat. Pourquoi, justement, avec la faiblesse, l'affaiblissement plutôt des grands partis traditionnels de gauche, de droite, le Parti socialiste, l'UMP en France, pourquoi le centre n'émerge pas? Pourquoi n'arrive-t-il pas à récupérer cet électorat républicain qui pourrait lui être destiné? Puisque aujourd'hui, l'idéologie du bobo, le riche bourgeois bohème du 6e ou du 5e, elle a quand même sa prise. Les gens ne sont plus franchement soit de gauche ou de droite, mais il pourrait être du centre, Dogad. Il pourrait être du centre à condition que le centre lui-même se renouvelle. Le souci du centre, c'est que après la 4e, le centre a disparu dans la 5e, au moment où, je dirais, les gaullistes et les autres se sont battus pour annihiler. Dès qu'on est arrivé à la bipolarisation du débat, il n'y a plus de place pour le centre. Et aujourd'hui, ce qu'on appellerait centre, en tout cas dans un jeu démocratique d'échange, une troisième voie, cette voie-là est complètement émiettée. Des gens qui ont des valeurs qu'on pourrait appeler centristes se retrouvent chez les écologistes, se retrouvent dans les différents mouvements du centre, se retrouvent sur une partie de l'UMP. Il y a une écologie de droite, une écologie de gauche. Voilà. Et se retrouvent aussi la social-démocrate du Parti socialiste. Oui. Donc en fait, le centre n'est pas incarné. Et malheureusement ou heureusement, l'individu a besoin d'incarner les choses. On est au-delà des idées, on veut l'incarner. Bayrou réémerge dans ce débat de pré-campagne officielle. C'est sa 3e candidature. Bon, peut-être qu'il sera coalisé. Encore faut-il qu'il puisse déjà coaliser les autres mouvements, les autres candidats dits du centre. Du nouveau centre, oui. Voilà, donc le souci, il est là. C'est on est parti dans un schéma où le débat politique est focalisé. Il est pile face, hein, pour prendre l'émission. Mais par contre, les individus, je dirais, l'idéologie recule. Les individus cherchent des solutions concrètes à leur vie quotidienne. C'est-à-dire le souci du chômage, la place de gamin à l'école, le logement décent, c'est pas de gauche ou de droite, ça. C'est qu'est-ce que vous avez à nous offrir, vous, politiques, pour résoudre nos problèmes. D'une part, on l'écoute quand il y a des solutions, et puis de temps en temps, les gens s'énervent, s'excitent ou sanctionnent. Tout à l'heure, quand il commençait à parler des prières de rue, je me suis dit, il ne faut pas oublier qu'une partie des enfants nés de l'immigration ou des immigrés eux-mêmes sont aujourd'hui prêts à voter Marine Le Pen. Et de plus en plus, dans les réunions, y compris d'appartements que j'anime, parfois, j'allais dire, mes cheveux me dressent, mais il n'y en a pas beaucoup. Je me dis, mais où est-on? Je dis simplement, mais c'est un parti comme un autre, donc il n'y a pas de raison puisqu'il n'est pas interdit. Et le souci, il est là. Il y a un rejet de la classe politique, des solutions, et puis il y a l'attrait des solutions populistes, qu'elles soient Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Oui. Brice Kondaï, on va regarder un élément sur le rapport à l'immigration qui a été publié mardi dernier par le ministère de l'Intérieur. Oui. Je voulais abonder en fait dans le dernier argument de Dogad, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui sont issus de l'immigration qui votent Marine Le Pen. Mais je pense qu'il faut faire quand même une distinction. Déjà, il n'y en a pas pléthore. Parmi eux, moi, j'en connais certains qui me disent dans certains quartiers « je vais voter Marine Le Pen pour faire sauter le système ». C'est ça. Alors, il faut faire attention, ce n'est pas forcément dans la reconnaissance des valeurs affichées par le Front National. Je parlais bien du fait qu'ils allaient donner leur voix. Oui, mais je pense qu'il fallait plus loin. C'est dramatique. C'est dramatique. Enfin, en tout cas, à mon sens, c'est dramatique. Le fait de faire ça, c'est dramatique, effectivement. Mais bon. Oui. Vraiment, juste un peu pour dire que moi, je suis content que des immigrés disent on va voter Marine Le Pen. Ah bon? Ça signifie qu'ils ne sont plus immigrés. Ça signifie que l'immigration, c'est pas une couleur de peau. Attendons-nous bien. L'immigration, c'est pas une couleur de peau. Moi, je n'aime pas les étrangers. Entre guillemets, c'est un peu ce que je veux dire. Hein. Je n'aime pas les étrangers dont Marine Le Pen... Qui restent étrangers tout le temps, c'est ça? Non. C'est-à-dire que le négro ou bien l'arabe qui sont en France depuis 30, 40, 50 ans, ils ne sont pas moins français que
de Poniatowski, je ne sais pas quel nom de l'Europe de l'Est. Manuel Valls, aujourd'hui. Voilà, Manuel Valls qui est candidat à la présidentielle. Mais ce type-là, c'est une façon de dire aussi je suis français à 100% et que je peux ne pas vouloir les étrangers. Attends, mais Brice, attends. D'accord. Bon. Est-ce que tu comprends mon argument qu'un noir a tout à fait le droit d'avoir des idées qui ne sont pas celles de gauche? Je réponds en une phrase. Oui, vraiment, une phrase, Pourquoi parce que je nous ne allons suis pas regarder d'accord avec toi, l'élément. Gaston? Parce qu'un noir ou un arabe qui vote Marine Le Pen, il se renie en partie lui-même et ses ascendants. Très bien, on va justement regarder un élément qui porte sur cette question de l'immigration, les chiffres de l'immigration, les résultats de la politique d'immigration, d'intégration et d'asile en France en 2011. C'est un rapport qui a été réalisé par le secrétariat général à l'immigration et à l'intégration et qui a été présenté par le ministre actuel de l'immigration et de l'intérieur, des collectivités locales et de la défense. C'est le ministre Claude Guéant, donc je vous invite à le suivre. En 2011, ce sont au total 32 912 ressortissants étrangers en situation irrégulière qui ont été éloignés du territoire national. Donc presque 33 000 si nous voulons arrondir. Ce résultat est donc supérieur de 5 000 à l'objectif initial fixé en début d'année. C'est le résultat le plus élevé jamais atteint. Le contexte juridique s'étant amélioré et les flux migratoires ayant tendance à s'accroître du fait de la conjoncture internationale, j'ai décidé d'élever l'objectif d'éloignement pour l'année 2012 à 35 000 reconduites. Le gouvernement que je représente a une vue claire de l'immigration. Il n'est pas contre l'immigration, il souhaite simplement la réguler, il souhaite maîtriser les flux. Pourquoi ? Parce qu'il souhaite que les étrangers qui viennent en France se sentent bien avec la société française et que les Français ou étrangers anciennement installés se sentent bien avec ceux qui viennent d'ailleurs. Cela passe par le respect de nos lois, le respect de nos principes républicains, le respect de nos façons de vivre. Et pour cela, il faut que ces personnes qui viennent d'ailleurs puissent s'intégrer. On parle d'intégration, là. Ça fait longtemps qu'on parle d'intégration. Hein. Depuis les années 80, le fameux mouvement qui a apporté SOS Racisme à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Oui. Tant qu'il y aura... on parle bien d'intégration des étrangers. Les étrangers. Primo-arrivants. Hein, primo-arrivants. Il ne s'agit pas de ceux qui sont déjà sur place. Oui. Donc on parlera toujours d'intégration à la société française de ceux qui viennent. Mais de façon générale, au faciès, on ne distingue pas si vous venez d'arriver ou si vous êtes... Ça, c'est la question. Ça, c'est l'autre question de est-ce qu'on peut être arabe et français ou est-ce qu'on peut être noir et français. Donc voilà, en gros, c'est une question à laquelle je réponds oui. Gaston répondra sûrement oui. Enfin, j'espère. D'accord. Est-ce qu'on peut être noir et français? Oui. Sauf que aujourd'hui... Parce que quand je regarde l'équipe de France de foot, c'est vrai qu'on a parlé de quotas à un certain moment et que ça a été... Oui, mais on peut être noir et français. Des espaces, voilà. La représentation dans l'espace et je dirais le fait que la société française, dans toute son histoire, a trahi les valeurs de la Révolution française. À la Révolution française, les pères de la Révolution... On parle de 1789. Ben oui, on accordé tout de suite à tous ceux qui avaient participé à l'émancipation du peuple le droit à la citoyenneté. C'est-à-dire qu'on était sur un territoire où tous ceux qui n'avaient pas permis l'éclosion des valeurs, la participation, la progression de la société, étaient, je dirais, chez eux, concrètement. Le souci est arrivé quand il y a eu des immigrés qui avaient soit des religions différentes, soit venus je crois que même là, le problème ne se pose pas. Parce que quand on prend la Ve République, pour avoir un repère que nous pouvons partager, avec la Ve République, on a eu Gaston Monnerville, qui était guyanais, qui était noir, et qui a été deuxième personnalité de l'État, président du Sénat. Pourquoi aujourd'hui ce n'est plus possible? On regarde Obama aux États-Unis, on se dit c'est un miracle. C'est pas que c'est plus possible, c'est que la trajectoire, les réseaux, la cooptation, etc., elle se fait de moins en moins parce que les choses sont verrouillées, parce que les places sont chères à prendre. Le Parti socialiste voudrait justement déverrouiller en proposant des... C'est plus simple et plus complexe à la fois. À l'époque, c'est l'individu qui comptait.
Aujourd'hui, c'est la masse. On vous parle de l'intégration, on vous parle des minorités, on vous parle des minorités. J'ai l'impression aujourd'hui, quand par exemple Fadela Amara ou Rachida Dati sont au gouvernement, je devrais me réjouir parce que les minorités sont représentées. Alors c'est là l'aberration la plus crasse. À l'époque, on tenait compte de l'individu. Vous aviez de la valeur. Blaise Ndiaye a été ministre, il a été député, Senghor, Houphouët-Boigny, tout ce monde-là, il y avait un bon nombre, je crois qu'il y avait un tiers de députés qui venaient. Parce que là, c'est l'individu qu'on comptait. Aujourd'hui, par exemple, je me rappelle mes amis qui disaient, Gaston, il faut quand même dire que les Noirs sont ceci. Il faut quand même dire que nos amis noirs aiment vivre ensemble. Et voilà où est-ce que nous en sommes encore aujourd'hui, surtout avec les bobos, nous en sommes encore là aujourd'hui de cette lecture sociologique la plus abjecte que la France ait jamais connue. Ce n'est plus l'individu qui compte aujourd'hui, mais c'est le groupe. Et malheureusement, le migrant lui-même adhère à ce regard qu'on pose sur lui. Le groupe doit exister, mais exactement pour qu'il implose et qu'on tienne compte des réalités, qu'on tienne compte des valeurs. Un ami me disait un jour, ce que je venais de vous dire là, et je dis que quand, par exemple, nous adhérons... Un ami blanc. Oui, un ami blanc me disait combien. Tout à fait, oui. Non, il a reçu des amis noirs. Oui. Oui. Non, parce que le discours... Voilà. Je laisse à Gaston. Donc voilà ce que je veux dire, que si on revenait dans une lecture sociologique de l'individu et non du groupe, c'est pour cela que je dis l'intégration, c'est aussi une des choses les plus abjectes dont on puisse parler. Malheureusement, nous avons tous adhéré. C'est quoi l'individu qui arrive? Quand je partais du Cameroun, je ne suis pas venu avec un foyer malien dans le dos. Quand je suis parti du Cameroun, j'étais un étudiant, je n'étais pas un noir. C'est en France que je suis devenu noir. Je le dis tous les jours. Et si on m'avait considéré comme un individu, on me dit, Gaston, tu sais parler français? Oui, d'accord. Pour toi, il n'y a plus d'alphabétisation. Quel est ton niveau? Le voilà. Voilà où est-ce que tu dois aller. Mais on m'a mis dans un foyer. Je ne l'avais jamais demandé. On a dit, les Noirs doivent aller à tel endroit. Nos amis africains doivent aller. Tout le monde s'est servi de cela, de ce micmac pour muser et m'utiliser comme il voulait. L'individu, c'est l'affaire... Pardon, je termine en cela. L'intégration, c'est une affaire individuelle. Ce n'est pas une affaire de groupe. Mais parce que quand la migration est individuelle, on ne peut donc pas en faire maintenant une problématique de groupe. D'accord. Quand on parle de l'intégration, moi, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est qu'on a l'impression de se retrouver en période coloniale où il fallait être un bon citoyen. Quand on est... je voulais rebondir, mais je laisse parler. D'accord, oui. Brice Conda. Mais en plus, je voulais... Le fait qu'il y ait eu des députés noirs, etc., en proportion assez significative, c'était une bonne chose, mais c'était les députés d'un ancien système. Du système colonial. Exactement. Ils représentaient leur territoire. Exactement. Mais depuis qu'on a... Pas les ministres quand même. Non, pas tous. Non, pas tous. C'est pas une généralité, mais c'était le cas en partie. Aujourd'hui, pourquoi on en a si peu? Il n'y a que Georges-Paul Langevin, à ma connaissance actuellement. Qui est maire dans le 20e. Qui est maire dans le 20e. Non, il n'est pas député. Autant pour moi. Député du 20e. Et parce que les Antillais sont montés au créneau. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, les partis sont face à leur propre réalité. C'est-à-dire qu'en réalité, les députés qui avaient avant répondaient à la logique d'un ancien système. Aujourd'hui, dans notre manière de fonctionner, on voit très bien ce que ça donne. L'initiative du Parti socialiste est très bonne. Effectivement, il faut imposer... Un pourcentage. Exactement. Peut-être pas un pourcentage. C'est un peu ce qui se passait dans le 20e d'ailleurs. Exactement. Mais il faut forcer des candidatures dans des circonscriptions qui sont gagnables, que ce soit par des femmes, des hommes, mais faire le travail sérieusement. Arrêter de faire des parachutages dont on sait très bien qu'ils ne vont pas aboutir. D'accord. Ouais, Paul Houlé, pour répondre sur ce qu'il dit, c'est vrai que l'électorat, les élections ayant presque commencé, il faut dire les choses par leur nom, les 30% que vous avez évoqués tout à l'heure qui étaient susceptibles de voter pour le Front National font que M. Guéant est obligé de faire des sorties pour faire un appel de pied aux électeurs du Front National. C'est pour ça qu'il Marine Le Pen trouve qu'elle ne va pas assez loin, qu'il ne va pas assez loin, je veux dire. Ben oui, il va déjà dans son sens, parce que c'est le Front National, entre guillemets, ça a toujours été les immigrés. Quand il y a l'insécurité, quand il y a le chômage, quand il y a la précarité, c'est les immigrés. Ça, c'est le discours du Front National. Et malheureusement, faire leur jeu et rentrer dans ce jeu-là, je trouve assez dommageable pour la démocratie. Moi, je voulais revenir sur ce que disait Gaston tout à l'heure. Et on lui redonnera la parole. Voilà, on est d'accord sur plein de choses, et puis il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Moi, la migration, l'installation, l'intégration, la promotion, elle est individuelle. Mais on ne peut pas retirer à un individu l'appartenance à un groupe, qu'on le veuille ou pas.
Je suis chrétien. Pourquoi est-ce qu'on n'en tient pas compte? Je suis franc-maçon. Pourquoi est-ce qu'on n'en tient pas compte? Je suis PD. Pourquoi est-ce qu'on n'en tient pas compte? Voilà. Tout ça à la fois, Gaston, bravo. Mais ce que je veux dire, c'est que le plus important, quel que ce soit le regard de la société sur l'individu ou le propre positionnement de l'individu, que je le veuille ou pas, je suis noir, je suis vu comme noir et je m'accepte comme noir. Et donc, j'appartiens à cette partie des Français qui sont noirs. Alors, qu'il n'y ait pas de communauté noire organisée, etc., c'est une chose. Mais qu'on le veuille ou pas, c'est ça. Et l'ensemble, que ce soit des migrants d'aujourd'hui ou des migrants d'hier, ce que je parle, ce que je dis, vaut pour des Polonais, vaut pour des Cap-Verdiens, vaut pour des Italiens, vaut pour des Roumains. Le groupe permet d'amortir l'arrivée dans un pays d'accueil. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Bénin, ou que ce soit en Russie. La question que je voulais vous poser, je vais redonner la parole à Gaston Kelman, c'est pourquoi est-ce qu'on continue de parler d'intégration dans la société française? C'est un discours qui s'adresse peut-être aux primo-arrivants, mais comme je le disais tout à l'heure, primo-arrivant, c'est pas marqué sur la tête, c'est pas marqué sur le visage. C'est à cela que je voulais venir justement, lui, et en répondant à Dogat. Dogat, quand j'arrive, c'est moi qui choisis la communauté où je vais. Je l'ai dit, je suis franc-maçon, je suis homosexuel et je suis chrétien. Personne ne m'a jamais dit, bon, écoute, va là-bas, c'est moi qui sais mon appartenance. Par contre, sur l'espace public, mon appartenance visible ou sectaire n'a rien à voir. Je ne voudrais pas qu'on me dise, les Noirs, voilà le foyer des Noirs. Le jour où on me loge, qu'on ne me dise pas, voilà où est-ce qu'on doit loger les Noirs. Ce n'est pas à ça, c'est pas pour cela que je suis venu. Non, non, c'est pas l'apartheid. Attends, le foyer Soundiata n'est pas l'apartheid. Si c'est l'apartheid, mais tant mieux. Donc, nous en avons eu à souffrir. Voilà, non, voilà, c'est ce que je condamne. Parce que quand je parle du groupe, je dis que le groupe, c'est pas l'autre qui me dit, va chercher ton groupe. C'est moi qui connais mon groupe d'appartenance. Ce n'est pas à la société d'accueil de me dire, voilà ton groupe d'appartenance, voilà le foyer malien. Nous sommes d'accord sur ce point. Nous sommes d'accord sur ce point. Et pourquoi? Oui, voilà, donc je termine. Nous sommes d'accord. Oui, voilà. Donc c'est pourquoi je dis, le groupe, celui que je choisis. Je peux choisir de dire, je suis le groupe de... Quand je dis, je suis noir, je suis bourguignon, tout le monde m'est tombé dessus, tu ne peux pas être bourguignon. Parce qu'à partir de là, je n'ai pas le choix de mes appartenances. C'est ce qui est condamnable. Et je veux dire que, pourquoi justement on continue à parler d'intégration aujourd'hui? C'est pour créer justement cet espace, sciemment ou inconsciemment, hein, je ne dis pas que les volontés sont mesquines, mais inconsciemment, et je pense que c'est parce que l'immigré ne dit pas assez, lâchez-moi les baskets. Je crois que nous devrions dire, lâchez-moi les baskets, je suis venu comme individu et considérez l'individu que je suis. Ne dites pas les Noirs, la France n'est pas encore prête pour voir des médecins noirs. Ou que les clients de tel hôtel ne sont pas prêts à être servis. On n'a jamais fait un sondage pour savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Non, il y en a. Ah oui, d'accord. Pour qu'ils disent que les clients de tel ne veulent pas cela. Non, pour savoir si les gens étaient prêts, par exemple, à avoir un noir président de la République. Vous vous rendez compte de l'aberration de ce genre de questions? Quelle est la relation entre noir et président de la République? Je termine, plus, pardon. Quelle est la relation entre noir et président de la République? Il n'y en a aucune. Alors on crée une relation, je veux dire, fictive, virtuelle, pour dire aux gens, le noir peut avoir des caractéristiques qui font qu'il ne soit pas président de la République. C'est comme on dirait, est-ce que vous pouvez accepter un aveugle président de la République? Mais tiens, il ne verra même pas qui est-ce qui est en face de lui. Si on avait dit ça de Roosevelt, il aurait eu très peu de chance. Et moi, pourquoi est-ce que le noir doit être présenté comme un épouvantail qui aurait des avatars qui feraient qu'il ne puisse pas être président de la République? Brice Condat. Moi, je pense, j'ai bien entendu ton discours, beaucoup de monde a lu ton livre. Il y a les groupes que tu choisis et les groupes desquels tu es issu. Tu ne peux pas choisir l'un plutôt que les autres. Il y a les deux qui existent en même temps. Comment tu sais d'où je suis issu, Brice? Par exemple, tu es Camerounais, il y a un certain nombre de choses qui te définissent. Donc, on ne peut pas se définir uniquement par les groupes qu'on choisit. Ça, c'est un premier point. Par rapport à ta question, je voulais répondre. Je voulais répondre précisément pourquoi il y a encore des débats sur le terme intégration. D'une part, parce qu'il y a encore des immigrés qui arrivent, donc on parle d'intégration, donc ça c'est tout à fait naturel. Le deuxième point, c'est que je pense qu'on nous parle d'intégration, mais en fait, ce qu'on veut, c'est l'assimilation. Et il y a une méprise en fait sur le terme. C'est-à-dire que les immigrés, on veut qu'ils s'assimilent, qu'ils soient complètement républicains, qu'ils abandonnent une partie des racines. Et ça rejoint un petit peu de ton discours, Gaston. Et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, même s'il y a une part de vérité dans ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un immigré, on lui demande d'entrer dans un système de valeurs, mais d'abandonner le sien. C'est l'assimilation. Sauf que les gens ne veulent pas ça en réalité. Et l'intégration permet en réalité d'entrer dans un système de valeurs tout en gardant les valeurs qui étaient les siennes à l'origine. Et je pense qu'on peut faire les deux. Il ne faut pas demander aux gens de faire un choix entre l'un ou l'autre.
Il y a les deux. Brice, va dans le dictionnaire, regarde intégration, tu vas voir assimilation. Regarde assimilation, tu vas voir intégration. Mais ce n'est pas des synonymes parfaits. Ce ne sont pas des synonymes parfaits. C'est très différent. L'assimilation. Le sociologue que tu es ne peut pas ne pas remarquer la différence entre assimilation et intégration. Je vais te dire que, regarde bien, l'assimilation n'est pas un processus qu'on choisit. L'assimilation est un processus qui vous bouffe. Quand vous avez beau avoir des valeurs, soit vous les introduisez dans l'espace. Le couscous aujourd'hui, je prends toujours cet exemple matériel, le couscous aujourd'hui, c'est le plat préféré des Français. Et la France a été assimilée, c'est un double jeu. Ce qui fait que 3, 4, 5 générations après, quand on te dit par exemple, quand un gamin dont l'arrière-arrière-grand-père est né en France en 1890, on n'arrête pas de lui dire à l'école, ne sois pas assimilé, n'oublie pas tes racines. Lesquels? De Bourgogne, de Parme, d'où il a fait le tour du monde. Par contre, le petit blanc, on ne lui dira jamais. On ne le dira jamais au blanc. Donc c'est toujours la perception qui définira cet individu. Et là, je ne serai jamais d'accord. Et nous en revenons à cette question de personne n'a jamais dit à Platini, tu es assimilé. Personne n'a jamais dit à Sarkozy, tu es assimilé. Balladur fait exactement ce qu'il veut. Mais moi, dès que j'arrive, quand on met un balax, Gaston, c'est pour toi, danse. Voilà, donc je suis supposé appartenir à tu es censé voter oui, voilà, par exemple. Bien, je suis censé voter Quand même, à ça, on regarde Gaston. Mais pourquoi est-ce qu'on me regarde? Qu'on ne regarde pas du tout. Là, je ne suis pas d'accord. Que tu le veuilles ou pas. Oui, vas-y. Non, tu vois. Oui, vas-y. Après, j'aurai ma question. J'aurai ma question avant de te laisser continuer. Ouais. Jusqu'à présent, quand on parlait du débat sur l'immigration, il portait vraiment sur les considérations politiques. C'était un débat entre la gauche et la droite, avec un Front National au milieu qui faisait un peu l'arbitre ou l'épouvantail. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé et qui est quand même assez terrible, c'est que on parle de quotas même dans le sport maintenant. C'est-à-dire que en 98, on a dit on avait une nation black blanc beurre avec Zidane et toute l'épopée de 1998 qui a remporté la Coupe du Monde. On a l'équipe de handball qui n'est pas constituée que de blancs, mais on en est venu à se poser la question de savoir s'il n'y avait pas trop de noirs dans ces équipes-là. Ceux qui se sont posé la question, soit ont été provocateurs, soit ont été dans la réalité. C'est-à-dire que comment se fait-il qu'une nation, dans sa représentation, elle soit uniquement blanche à certains endroits et complètement noire à d'autres endroits? À l'Assemblée nationale, par exemple, et dans le sport ailleurs. Et c'est pour cela que la question, quand elle est posée, il faut la poser dans l'autre sens. Et je vais faire le lien avec ce que disait tout à l'heure Gaston. Le plus important, ce n'est pas d'où je viens, d'où je me considère, c'est comment la société me voit. Et qu'on le veuille ou pas, il y a un travail à faire aussi vis-à-vis des institutions, de nos concitoyens, sur le regard et l'absence. Parce que la question qu'on pose sur le trop peu, le trop... Le trop plein. Trop plein, mais il vaut aussi dans l'absence, dans la diplomatie française, à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que des espaces de décision, de représentation, je veux dire, on tape toujours sur les États-Unis, ici ou là. Voilà un pays qui dit, j'ai besoin de ta force, de ton intelligence, je t'absorbe pour que tu fasses grandir la nation américaine. En contrepartie, tu as le drapeau, on te donne l'occasion d'être fier de ton pays. Et là, pour le coup, c'est de l'assimilation. D'être fier de ton pays. Par contre, d'être fier parce que l'attitude n'est pas la même. Oui, en France, le drapeau, je ne le vois pas autant qu'aux États-Unis. J'ai vu personne porter le drapeau français. Sauf qu'au moment de la nationalisation, la naturalisation, oui. quand on prête serment, le département d'État m'a invité, j'ai pu voir ça. Mais le juge dit clairement, on ne vous demande pas d'abandonner ce qui fait votre identité. C'est-à-dire que votre façon de manger, de vous habiller, gardez-le. Au contraire, notre richesse, elle viendra de la diversité de nos parcours. Absolument, c'est vrai. Chaque peuple a son système. Chaque peuple a son système. Ça, c'est le système américain. Et je l'admire. Et justement, il y a cette admiration du drapeau. Et il y a ce choix, parce que l'Amérique est un pays d'immigration. La France a fait le choix de l'assimilation. Et nous adhérons à ce choix, ou bien nous le transformons. Mais pour le moment, moi, je me dis, un Américain d'ailleurs, un Noir américain, ou un Sino-américain, ou et ça devient compliqué à déterminer, parce que compter le nombre de gouttes de sang noir ou blanc,
Exactement, ça va être très compliqué. Oui. Ces gens-là, ils sont d'abord américains. Nous sommes d'accord. Le drapeau américain, et puis parce qu'ils sont dans un système qui les... Et quand ils arrivent en Chine, ils n'ont rien de chinois, hein. Ils sont des sino-américains parce qu'ils ont créé une espèce d'avatar de Chine qui n'a plus rien à voir avec la Chine éternelle. Et c'est ainsi que, par contre, nous, en France, il est un fait patent que quand vous avez passé un certain nombre d'années dans un espace, l'accent, votre façon de vous mouvoir, et ceci, cela, on ne vous les inculque pas. Ils viennent tout seuls. Et c'est pour cela que je mène ce débat. Et pour vraiment juste encore une petite parenthèse pour dire que j'abonde dans le sens de Dogad. Quand je l'ai dit une fois, 11 noirs dans l'équipe de France, il y en a 10 de trop. C'est parce qu'on les a orientés là et seulement là. Absolument. Et que l'Assemblée, où ce n'est même pas, on ne vous demande même pas d'avoir du mérite. On ne vous demande même pas d'avoir du mérite pour être député. On vous demande juste d'avoir de lever le doigt. Voilà. On vous demande de lever le doigt. De lever le doigt et c'est tout. Mais par Paul contre, Houlé là, relevait tout à l'heure un là, débat, on ne met oui. pas les gens... Paul Houlé soulevait tout à l'heure la question de la prière dans les rues. Moi, aux États-Unis, j'ai été très étonné également de constater que dans certaines rues, vous aviez des noms de rues qui n'étaient pas en anglais. Vous pouviez trouver des noms de rues en chinois, vous pouviez trouver des noms de rues en espagnol. Les gens n'étaient pas obligés de vous parler en anglais, mais on est aux États-Unis et c'est légal. Pourquoi en France ce serait choquant? Non, je l'ai relevé parce que c'était la première fois que je voyais et j'avoue que ça m'avait vraiment embêté ce jour-là parce qu'en plus j'étais en retard. Non, Oui. embêté pour la sécurité. Embêté pour la sécurité. Non, je suis pas, j'étais pas choqué. Ça, je l'ai vu, je l'ai vu en Afrique. Mais j'étais embêté parce que ben voilà, je pouvais pas passer, je pouvais plus reculer et voilà quoi. Ça, c'est vrai que ça m'a embêté. Ce qui est choquant, c'est pas compris dans la rue. C'est qu'on n'est pas le moyen. On soit contraint de prier dans la rue. ça. Je vous assure, personne n'est contraint, vraiment, Brice. Oui. Personne n'est contraint de prier dans la rue. Si on n'a pas d'espace pour prier, on a toujours un espace pour prier. Vous croyez par exemple, parce que l'espace pour prier, on se le donne, nom de Dieu. Nous sommes un pays de laïcité, nous sommes un pays où vous êtes supposés avoir vos lieux de prière. Ce n'est pas à ma rue de vous servir de lieu de prière. Qui est-ce qui se pose la question des évangélistes, comment est-ce qu'ils prient? Il y a des milliers d'évangélistes en France aujourd'hui. Personne ne s'est jamais posé la question. Je vous assure que si les évangélistes investissent un espace, premièrement, on va leur dire qu'est-ce que vous foutez là. Deuxièmement, si les musulmans s'en vont prier sur les Champs-Élysées, pas à Barbès, et qui commencent à embêter les grands, là on va leur dire, écoutez les gars, dégagez ici, non. Donc je dis qu'il y a aussi une espèce de sectarisme qui autorise le musulman à prier sur un espace indu. C'est un espace indu. Et je ne veux pas... Mais si c'est... Attends, ils sont là. Si on vient, on leur dit dégager, et puis qu'ils dégagent. Parce que ce n'est pas à la République de créer des espaces de prière. C'est à l'espace lui-même de concevoir son lieu de prière. Après, si on me dit qu'on leur a refusé un permis de bâtir, c'est un autre débat. Ça existe. Ou qu'on leur refuse un local. C'est un autre débat. C'est un débat. Je ne suis pas sûr qu'on va donner le permis de bâtir peut-être aux scientologues ou bien aux ceci, cela, mais chacun essayera de trouver son espace. Mais ce n'est pas leur faute. C'est pas leur faute si au moment où on a construit. C'est leur faute quand ils occupent ma rue. Je suis gêné Oui. et je suis embêté par les prières de rue dans la République française. Je suis gêné. Mais attention, quand on dit prière de rue, dans 100% des cas, c'est la prière, un nombre de pratiquants élevé dans un espace trop petit qui déborde sur la rue. Qu'est-ce qui empêche les gens de Barbès d'aller par exemple à la mosquée d'Evry où il y a certainement de la place, ou bien d'aller à la mosquée de Paris? Parce qu'à l'heure de prière, quand on est musulman, on ne peut pas faire 4-5 Ce que je voulais dire, Quand on est musulman, on ne peut pas faire 4-5 avant de revenir, Je ne suis pas musulman, donc je ne connais pas le... Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que quand on a lieu de prière, on le fait. Aujourd'hui, la République a trouvé les solutions, à part quelques maires qui freinent des cas de fer. Les individus s'organisent, montrent une transparence de la provenance des fonds, lèvent de l'argent pour pouvoir bâtir des lieux à condition qu'on leur donne une solution avec un terrain qui n'est pas trop cher. Voilà. Donc, pourquoi le terrain doit ne pas être trop cher? Pourquoi est-ce qu'on se pose ce genre de questions? Pas de terrain cher, pas de machin, il n'y a pas de conditions. Nous allons... Je comprends que quelque part tu sois gêné, mais moi je suis gêné que tu sois choqué. On est gêné. C'est-à-dire qu'on soit gêné, je comprends tout à fait. On est en voiture, il y a des prières dans la rue, ça gêne, c'est quelque chose de mécanique. Être choqué, ça va un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui a un héritage judéo-chrétien. On sait que dans chaque village, il y a un clocher. On sait que les infrastructures pour la religion chrétienne sont présentes.
pour les musulmans, c'est pas la même chose. Donc pas mon effectivement, il y a toutes les contraintes, enfin tous les critères que Dogad a mis en évidence qu'il faut pouvoir respecter. Mais très souvent, il y a des responsables qui refusent des permis de construire. À un moment donné, il faut aussi mettre en adéquation. À un moment donné, il faut mettre en adéquation la population musulmane avec les lieux de prière qui sont en face. Brice, donc alors, si tu veux, c'est pas un problème d'être choqué ou pas, c'est un problème de gestion. Il faut arrêter de se braquer sur des problèmes de gestion. Et effectivement, il y a des musulmans qui font les choses en bonne et due forme et qui n'obtiennent pas gain de cause, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de lieu de prière adapté. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut être attention dans ce discours de pas trop s'enflammer. Mais tu sais pourquoi est-ce que je suis choqué? C'est parce que je suis pertinemment convaincu, je sais que c'est une manipulation de quelques élites qui veulent que ça se fasse comme ça pour qu'il y ait une lisibilité. Je suis très choqué qu'on refuse le permis de conduire. De construire, pardon, autant pour moi, le permis de construire, oui, à un imam qui veut construire une mosquée. Ça, je suis choqué. On va en justice et puis on porte plainte à cette ville-là. Mais par contre, sur la chaussée, j'exige qu'une religion trouve les moyens de pratiquer son culte et que l'espace public ne serve pas de prétexte à des enjeux politiques. Parce que c'est une manifestation. Je suis convaincu que la prière musulmane dans la rue est plus une manifestation politique qu'autre chose. Parce que aussi longtemps que vous n'avez pas les outils, les moyens de votre politique, utilisez la politique de moyens. Je n'imagine pas que ce soit quelque chose de coercitif de dire à un musulman, mais pourquoi tu ne vas pas, sauf si l'islam l'interdit, bien entendu, pourquoi tu ne pars pas de Barbès à Évry, 30 minutes plus loin, pour avoir un espace de prière? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas à telle mosquée un peu plus lointaine? Pourquoi faut-il que tu fasses en face de la mosquée de la rue Mira pour que tu fasses ça? Sauf si l'islam interdit de faire 10 km ou 30 km pour aller prier, qu'il faut prier à côté de chez soi. J'en sais rien, voilà. Donc voilà, à partir de là, pour le moment, nous n'avons pas assez d'espace, nous ne voulons pas être en bisbille avec la société, et bien nous trouvons les moyens de faire notre prière. Sinon, un jour viendra où on nous dira pourquoi le dimanche et pas le vendredi comme jour de congé en France, pourquoi pas le samedi, parce que le juif va dire moi c'est le samedi, le musulman va dire moi c'est le vendredi, et si on va comme ça dans le fait que l'État doit nous donner, et l'État doit s'adapter systématiquement au nouveau courant, on accepte que la France est judéo-chrétienne de tradition. Eva Joly a proposé, pas plus tard qu'il y a quelques jours, qu'il y ait des jours congés fériés en France par religion pour les juifs, pour les musulmans, à égalité des chrétiens. Bon, mais déjà dans les entreprises, on prévoit pour les... Ce sera quand les shintoïstes, ce sera quand Non, il faut mettre ça en adéquation avec la composition de la population française. C'est pas illogique de faire cette proposition. Non, dire élargir à toutes les confessions, c'est un peu facile. La limite, ce sera quoi? Non, Gaston, à un moment donné, on peut estimer... La limite sera forcément numérique. On peut estimer que la population musulmane française avec carte d'identité est suffisamment importante pour qu'il y ait une évolution des mœurs. C'est-à-dire que l'évolution se joue aujourd'hui. On n'est pas là non plus pour chanter le statu quo. On n'est pas là pour chanter le statu quo. Moi, je suis d'accord. Non, vraiment, là, Brice, je suis d'accord. Mais sauf que tu me diras, en termes de statistiques, à partir de quel pourcentage on peut revendiquer que ce jour, parce que les shintoïstes vont venir derrière après. Les Chinois arrivent. C'est une question non, mais tu m'as dit à partir d'un certain taux. C'est pourquoi je voudrais que tu le fixes. Quand les shintoïstes seront 2 millions, eh ben, ce sera peut-être le mardi. Quand les hindouistes seront 3 millions, ce sera le mercredi. Les kimbanguistes, ils arrivent. Et ce sera le jeudi. Et donc, les Français ne pourront jamais se retrouver ensemble. On arrive pratiquement à la fin de l'émission. Dans le débat que vous avez animé, c'est marrant, on a parlé de l'immigration, de la politique migratoire de la France. Voilà. Et on s'est focalisé sur une chose, c'est les Africains, premièrement. Et deuxièmement, et la religion. Et deuxièmement, on n'a pas vu dans la présentation des résultats par le ministre de l'Intérieur, bon, j'y étais pas, et j'ai pas tous les éléments, mais la vision de l'immigration est une vision de peur et de problème. C'est pas un bilan de combien y a-t-il de nouveaux immigrés qui sont arrivés dans le pays, quelle place ont-ils occupé, quelle est l'ascension de leurs enfants aux affaires. En fait, je ne vous en fais pas l'année prochaine, j'en discute plus. On est dans une vision, oui, c'est voilà, en résumé, on est dans une vision qui est le problème. Voilà. Et moi, ce qui m'embête, j'ai à l'époque soutenu et signé le projet de loi et la loi sur compétences et talents. Parce que je trouvais que c'était une très bonne façon qui permettait d'avoir un aspect positif sur l'immigration. Nous avons besoin de telle ou telle compétence. Nous les accueillons, nous créons les conditions parce qu'ils viennent enrichir la circulaire Guéant là-dessus est arrivée cette circulaire
heureusement, le ministre de l'Intérieur lui-même dit c'était une bêtise. Voilà, toiletté, parce que c'était un peu idiot. C'est-à-dire financer la formation d'étudiants étrangers, et une fois qu'ils ont terminé, on leur dit, ben, allez-y. Non, au contraire. Et pendant qu'on leur dit allez-y, les Britanniques, les Canadiens, les Américains disent merci la France, vous avez bien formé, nous on les prend. Donc il y a un moment où il faut qu'on sache ce qu'on veut. Et ce qui est important, c'est que, comme je dis souvent à mes enfants, moi je ne suis pas enfant d'immigré, je suis immigré moi-même. D'accord, il reste, à peine 2 minutes pour conclure l'émission. C'est pour ça que je disais, restons sur l'immigration. C'est une chance, c'est un volet positif, et il faut faire pression pour que les politiques, de gauche comme de droite, parce qu'à gauche aussi, il y a une vision un peu, je dirais, angélique ou sectariste, et on ne voit pas l'apport de l'immigration. Pour finir, c'est peut-être un problème pour la France, mais pour les pays d'origine, ça représente quoi? Mais les pays d'origine, je regarde Gaston. Nous allons faire le tour de table pour conclure. Oui. L'immigration est une question personnelle. C'est une question peut-être de petits groupes, d'un village, mais ce sont des individus qui choisissent de partir, sauf ceux qui sont persécutés, qui doivent partir, et donc là on rentre dans l'asile. Mais l'immigration de travail, l'immigration économique, familiale, est une immigration de choix, et le pays qui laisse partir ses cerveaux et ses bras doit se préoccuper de savoir quelle politique il met en place pour les retenir. Très bien. Paul Houlé. L'immigration, pour revenir au titre de l'épouvantail ou vraie question de société. C'est un vrai épouvantail électoral parce qu'on nous ressort celle-là, on réchauffe le plat à chaque fois que les élections arrivent. Il y a plus d'immigrés en Allemagne, par exemple, ou en Espagne qu'en France. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sortent le problème des immigrés à chaque fois qu'il y a les élections. Mais en France, c'est toujours le cas et c'est vraiment dommage. Brice Condat. Moi, je voudrais terminer par donner des chiffres. Parce qu'en fait, je pense que la question de l'immigration, c'est une question qui est tout simplement biaisée. Il y a un rapport qui est sorti en 2010 de Xavier Chojniki, Université de Lille, qui dit que le poids de l'immigration sur les finances publiques est à reconsidérer. Alors qu'ils reçoivent 47,9 milliards d'euros par an en allocations, chômage, santé, etc., les immigrés lui reversent 60,3 milliards en impôts locaux, cotisations, taxes sur la consommation. C'est-à-dire qu'en fait, la balance est positive. C'est-à-dire que est excédentaire en termes monétaires. Un dernier point, dans le reportage, Claude Gand évoquait 35 000 reconduites à la frontière. La commission des finances du Sénat a estimé le coût d'une expulsion à 21 000 euros. Donc je vous laisse faire le calcul, ça fait des millions d'euros. Et en fait, c'est notamment ça qui plombe dans la politique d'immigration, les chiffres. D'accord. Oui. Gaston Kellmann, pour conclure en quelques secondes. Je suis d'accord d'aucune politique des chiffres. Ton type là, je ne sais pas où est-ce qu'il a pu l'université. C'est une vision différente. Oui, on a toujours la même. Oui, c'est vrai. Là, mais je veux dire que je n'irai pas chiffre contre chiffre. Je dis qu'effectivement, le fait que l'immigration soit toujours considérée comme un problème, c'est ça le problème de la France, c'est ça le vrai problème de la France. L'immigration, je l'ai dit, n'est pas un problème économique comme le chômage ou ceci, cela. C'est un problème humain. Les gens viennent. Je suis aussi d'accord que la politique d'immigration de la France ne se décide pas dans les pays d'origine. Ce n'est pas au Mali, au Cameroun, au Congo, au Sénégal qu'on va décider de qui la France doit accueillir. Moi, je dois partir parce qu'on a été esclavagisé, colonisé. Non. Mais par contre, effectivement, il faudrait que la France sorte de cette schizophrénie, premièrement, de cette exploitation politicienne de l'immigration, et deuxièmement, de cette schizophrénie où l'immigré, effectivement, est systématiquement un subalterne. C'est comme ça qu'on nous récupère les Tchèques, Modibo Diarra et des cerveaux, parce que la France, pour elle, si vous voyez un peu les métiers qui sont proposés, c'est toujours maçon, manœuvre. Il y avait une liste d'ailleurs de métiers qui étaient destinés maçon, manœuvre. Les Indiens peuvent être informaticiens, les Africains seront maçon, manœuvre et puis plombier. Quoi, voilà. Merci beaucoup Gaston Kellmann. Je rappelle que vous êtes écrivain, animateur sur Africa Numéro 1, une émission de plus en plus suivie, Les Pieds dans le plat, où il est question justement d'avoir des positions iconoclastes, parfois dérangeantes, dans tous les cas, pas toujours très ordinaires. Merci à Dogad Degui, fondateur de Africa Agora. Merci à Paul Houlé de Diaspora News que je vous présente, le dernier numéro qui titre sur la possible candidature de Youssou N'Dour. En tout cas, il l'a déclaré, il sera candidat à la présidentielle. Merci également à Brice Condat qui est président et fondateur du Conseil des quartiers de France pour la diversité, CQFD. Merci à vous tous qui nous avez regardé. Ce qu'il faut démontrer, la diversité n'est pas un problème, c'est ça, hein? C'est une chance. C'est une chance. Merci à vous tous qui nous avez regardé. Merci à l'équipe technique. Rendez-vous, restez en compagnie des programmes de Télé Sud. À très bientôt.